Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, absolument ravi de vous retrouver. Notre invité aujourd'hui, l'un des principaux visages de l'Europe. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Commissaire européen au marché intérieur, notamment en charge des questions de défense, d'industrie, de digital. On en parlera longuement. 1 heure d'entretien avec à mes côtés pour vous interroger Nicolas Domenac, bonjour, et François Langlais. Une émission, je vous le rappelle, à suivre sur tous nos réseaux sociaux en simultané TF1 Info. Beaucoup de sujets abordés ensemble, je le disais, de la guerre au Proche-Orient à la guerre en Ukraine. Faut-il reparler à Vladimir Poutine? Certains l'appellent de leur vœu. Et puis on parlera aussi de votre récent voyage en Chine, en écho à la rencontre entre Xi et Biden. Mais d'abord, la conclusion d'un accord sur la libération des otages enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier repose désormais sur des questions pratiques mineures. C'est ce qu'affirme ce matin le Premier ministre qatari, sans toutefois fournir de calendrier. On va revenir sur le rôle du Qatar dans cette crise, cette guerre. Mais d'abord, selon vous, la mobilisation internationale pour faire libérer ces otages est-elle suffisante? On voit cette une du Parisien qui nous a marqué ce matin. Ne les oublions pas, car 8 Français également font partie de ces otages du Hamas. En fait-on suffisamment aujourd'hui, selon vous, Thierry Breton? Je voudrais vous dire que nous, en Europe et de là où nous sommes, on les oublie certainement pas, ils font partie de notre quotidien et du quotidien des actions de ceux qui ont la charge de les mener. C'est-à-dire, pour nous, en Europe, le haut représentant. Le haut représentant, Josep Borrell, c'est notre ministre des Affaires étrangères européennes. C'est compliqué parce que sur ces questions, tout le monde le sait, on a des positions qui ne sont pas toujours alignées, compte tenu de nos histoires, compte tenu de ce que nous sommes. C'est ça l'Europe. Mais Josep Borrell, lui, il fait la synthèse de tout cela. Il va porter cette voix au Proche-Orient. Il y était encore, vous y faites allusion, ce matin, puisque c'est à l'occasion d'une conférence de presse conjointe qu'il a tenue avec l'émir du Qatar, Al-Thani, et au cours de laquelle, effectivement, il y a les discussions. Il apporte, lui, la voix de l'Europe. Il pèse de la voix de l'Europe. Et c'est vrai, il a rappelé des choses simples dans ce moment si critique, si douloureux. Mais pour vous, on peut aboutir à quelque chose si dangereux aussi, bientôt pour la région et pour le monde. Il faut discuter avec tout le monde, et c'est ce qu'il fait. Il a rappelé que le Qatar avait joué un rôle important, y compris, on s'en souvient peut-être pas, mais nous on ne l'a pas oublié, dans la libération des enfants ukrainiens qui avaient été enlevés par Vladimir Poutine. Donc, si le Qatar peut jouer un rôle, bien sûr qu'il faut discuter avec le Qatar, et bien sûr qu'il faut faire en sorte que tout notre discours, notre pression diplomatique. Le Qatar, pourtant, avait été mis en cause dans une affaire de corruption récente qui touchait le Parlement européen, une députée grecque qui a été, semble-t-il, payée par le Qatar pour améliorer l'image du pays. Et le Parlement a pris la décision de bannir ce pays. Voilà qu'il revient en grâce. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction difficile? Alors, bannir ce pays, vous y allez un tout petit peu fort, si vous permettez. Effectivement, il a été désigné effectivement comme étant potentiellement, parce que je rappelle que l'enquête est encore en cours. Oui. Et je rappelle que je ne suis là pour exonérer personne, mais que la députée en question a été libérée, maintenant libre de ses mouvements, et qu'elle siège à nouveau sur le banc des non-inscrits au Parlement européen. Donc on n'est pas encore au bout de l'enquête. Je le redis, les pays sont ce qu'ils sont. Les États sont ce qu'ils sont. Le Proche-Orient est ce qu'il est. Réel politique. L'Orient, difficile. Vous vous en souvenez. Et donc, dans ce contexte, et je reviens sur le travail de notre haut représentant, la voix de l'Europe en matière de diplomatie. Il était au Bahreïn, il y a 2 jours. Il était en Égypte, il est aujourd'hui au Qatar. Demain, il sera en Jordanie. Il a été évidemment en Palestine. Voilà, ça c'est dans les 4 jours qui viennent. On discute, et c'est, vous savez, l'Europe pèse comment? L'Europe pèse parce que nous sommes 27. Chaque État, évidemment, a une relation singulière avec cette région du monde. Nous, par exemple, en France, on a évidemment une relation singulière. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Mais
dans les solutions du conflit, et on les a rappelées à l'instant, il les a encore rappelées ce matin. C'est évidemment ce que nous appelons de nos voeux, ça a été la voie unique de l'Europe. L'appel à des pauses humanitaires le plus rapidement possible et le plus nombreux possible, parce qu'il y a une situation absolument critique à Gaza. Évidemment, la reconnaissance à Israël de se défendre contre ce qui a été quand même le plus grand massacre d'hommes et de femmes et d'enfants juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi commencer à discuter et à donner les lignes de ce que pourra être un après, avec, et je le redis, et nous le redisons constamment, l'appel à 2 États. Je voudrais rappeler du reste que sur ce point juste, je vous invite peut-être, vous l'avez certainement déjà fait, à lire la tribune, une fois n'est pas coutume, du président Biden dans le Wall Street Journal hier, sur lequel précisément il reprend enfin les thèses, et notamment les thèses poussées et défendues par l'Europe. On va y revenir, Nicolas. Oui, juste une question en complément à celle que vous posez, Marie, tout à l'heure. Cette mobilisation pour les otages, aujourd'hui, le Parisien dimanche, effectivement, consacre sa une. Mais vous vous rendez compte, 6 semaines, on a eu l'impression qu'au fond, ces otages, on les considérait comme plus israéliens que français. Enfin, il y a très très peu de mobilisation comparativement aux fois précédentes. Or, pourtant, Agnès Jaoui, donc la réalisatrice, dit dans le Parisien d'aujourd'hui, dans une interview, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des êtres humains. Mais elle a complètement raison, mais je pense que c'est peut-être oublié un peu vite ce qui s'est passé la semaine dernière à Paris, où il y a eu une grande mobilisation. Évidemment, derrière, il y avait l'antisémitisme, mais il y avait aussi, évidemment, cette question. C'est oublier, évidemment, toutes les discussions bilatérales qu'il y a eu. Et il y a eu de très nombreuses discussions bilatérales depuis cette tragédie du 7 octobre, y compris par le président de la République, lorsqu'il est allé lui-même au Proche-Orient, qu'il a rencontré lui-même les familles des otages. Non, je crois, Nicolas Domnat, que c'est peut-être aller un peu vite en besogne que de dire qu'on les a oubliés. On les oublie pas. Voilà, maintenant on est là où on est. On est là où on est. Je rappelle aussi qu'il y a 2 types de mobilisation peut-être. Il y a cette mobilisation qui désormais, en tout cas en ce qui nous concerne, nous Européens, elle a 2 volets. Elle a le volet d'abord d'aide humanitaire. L'aide humanitaire, alors là c'est le travail de la Commission. C'est la raison pour laquelle la présidente de la Commission était hier. Mais en tant que présidente de la Commission, c'est-à-dire elle ne s'occupe pas des affaires diplomatiques. Elle est là pour apporter, je dirais, ce que l'exécutif européen peut faire, et notamment le support qui a été multiplié par 4 aux populations gazaouis, et une aide européenne qui est la plus importante, je le rappelle, de tous les États. Alors justement, sur Ursula von der Leyen, pardonnez-moi, juste, je vous interromps, mais sur Ursula von der Leyen, vous avez cité Joseph Borrell. François, on s'interrogeait sur le rôle, justement, de la présidente de la Commission, qui se déplace hier, qui appelle à une aide humanitaire, à stopper les bombardements. François, là-dessus. Oui, il y avait eu auparavant un voyage en Israël, qui était quelques jours après les massacres du 7 octobre. En ce moment, ou tout récemment l'Égypte, voyage en solitaire, alors qui a des finalités, vous l'avez dit, concrètes, pratiques, l'aide humanitaire, mais qui perturbe un peu le message qu'envoie l'Europe. Est-ce que finalement, ces déplacements multiples, qui s'additionnent aux déplacements, je dirais, bilatéraux des pays membres de l'Europe, on a le sentiment que ça n'arrange ni les affaires de l'Europe, ni les affaires du conflit lui-même, parce que ça donne le sentiment d'une politique étrangère européenne confuse. Même si vous l'avez rappelé, il y a un représentant, mais qui est de fait débordé par les initiatives nationales. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et si vous reprenez l'histoire, ou disons les événements qui se sont déroulés sur le terrain du Proche-Orient depuis la tragédie du 7 octobre, c'est vrai qu'il y a eu d'abord un voyage de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui a été invitée par la Knesset, parlement à parlement, auquel s'est joint la présidente de la Commission, mais c'était un voyage qui était organisé parlement à parlement pour apporter quoi ? Un soutien et une compassion. C'était le lendemain, quasiment, de cette horreur. Donc quelques jours après, il y a eu ce besoin très fort, ressenti par nous tous, au fond, avant même que ne commencent les réponses israéliennes par rapport à leur capacité, leur, je dirais, droit à se défendre en respectant le droit humanitaire et le droit international. C'était donc un voyage de compassion. Et elle s'y est jointe dans ce contexte, et pas dans aucun autre. Aujourd'hui, je viens de le rappeler, il y a maintenant une activité diplomatique forte. Et à côté, j'en dirai un mot, une présence militaire américaine comme jamais il y a eu depuis des décennies
dans la région. Avec ces porte-avions Excusez notamment. du peu, mais enfin, 2 porte-avions avec leur flottille d'accompagnement, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. On n'a jamais eu une telle puissance. Parce que derrière, évidemment, on sait qu'il y a un risque, on connaît le rôle de l'Iran, on sait qu'il y a un risque au nord, on connaît le jeu du Hezbollah, et donc il y a effectivement, d'abord, une pression évidemment américaine, il ne faut pas la nier, qui s'exerce, mais on le sait, la seule solution sera diplomatique, avec tous les acteurs, et c'est pour cela qu'il faut des professionnels. Notre professionnel, il s'appelle Josep Borrell, c'est un grand professionnel de la diplomatie. On est très heureux de l'avoir, parce qu'il a réussi à donner un visage unique et puis une voix unique à l'Europe. On a des différences, on l'a dit tout à l'heure, mais par sa voix et par celle aussi du président du Conseil, Charles Michel, c'est quoi la voix de l'Europe ? C'est l'appel immédiat, d'abord dans l'instant, à des pauses pour pouvoir permettre au Croissant Rouge et à la Croix-Rouge de pouvoir faire leur travail et puis commencer à réfléchir, ce qu'avait appelé du reste de ses voeux le président de la République, à une solution après, avec ce qui se passe en Cisjordanie, et les critiques évidemment très fortes qui ont été faites, et la solution, donc, de 2 États, qui est celle que nous appelons de nos voeux. Et on va en reparler notamment, vous en parliez avec la proposition du président américain. Mais d'abord, sur le terrain, est-ce qu'il se passe notamment dans la bande de Gaza, situation humanitaire tragique, sur une population d'un peu plus de 2 millions d'habitants. Il y a déjà aujourd'hui 1,5 million de déplacés vers le sud de la bande de Gaza. Et depuis quelques jours, Tsahal a mené une opération militaire à l'intérieur de l'hôpital Al-Shifa contre le Hamas. Opération que l'on peut qualifier de demi-teinte, c'est-à-dire que le Tsahal considérait que les otages étaient détenus. Finalement, aucun otage n'a été retrouvé. Base arrière du Hamas, là aussi, des armes ont été retrouvées, mais il semblerait là aussi que ce n'était pas ce que prédisaient les renseignements israéliens, ce qui pose des questions sur l'action aujourd'hui de l'armée israélienne sur le terrain et dans la bande de Gaza. Nicolas. Oui, est-ce que, au fond, en un mois, le capital de sympathie dont pouvait bénéficier à juste titre Israël après le massacre perpétré par le Hamas, est-ce que ce capital n'est pas en train de se dissiper compte tenu des bombardements, des répliques que vous évoquiez tout à l'heure? Et comment trouver une solution humanitaire dans ces conditions-là? La situation est extrêmement critique, c'est rien de le dire, et tragique. On entend aussi ce que dit le secrétaire général des Nations Unies sur la situation qui se déroule aujourd'hui à Gaza. Vous voyez, derrière une situation aussi critique, aussi difficile, il faut évidemment d'abord un impératif qui est l'impératif humanitaire. D'où la double mobilisation à laquelle je faisais référence tout à l'heure, nous, notre aide qui est accrue, et les pressions diplomatiques, parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui. On est dans un langage diplomatique, on est dans un moment, évidemment, il y a les actions sur le terrain, et puis nous, évidemment, notre rapport de force, si je puis dire, il est diplomatique. Et donc, je crois qu'il est très important, dans un moment aussi difficile, dangereux, évidemment pour les populations, et dangereux, le mot est faible, mais aussi pour la région, et aussi pour le monde, de parler à l'emporte-pièce. Et moi, vous voyez, je sais qui je suis. Je suis commissaire européen en charge du marché intérieur, de la défense et de l'espace et du numérique. Je ne suis pas en charge des relations internationales. Je laisse donc les diplomates. Le moment est venu aux diplomates, à la diplomatie, dans tout ce qu'elle a de plus difficile et de plus noble de parler. Ne parlons pas à leur place. C'est eux. Et c'est pour ça que le tour que fait aujourd'hui notre représentant est si important, si critique. Parce que voyez-vous... Mais vous êtes dans votre rôle en appelant par exemple à un cessez-le-feu en tant que commissaire européen. Mais les mots ont un sens. Nous avons appelé à des pauses. On sait très bien ce que ça veut dire si on appelle un cessez-le-feu. On sait très bien ce qu'Israël va dire. Les mots ont un sens parce que maintenant les mots sont diplomatiques. Donc attention, ces mots ont un sens, on l'a vu quand on en utilise un par rapport à un autre, parce qu'on parle au fond avec son cœur. Et c'est normal face à toutes ces atrocités. Il peut y avoir des interprétations différentes. Laissons les professionnels et l'expérience parler. Il faut des moments, c'est des grands moments, hélas, historiques que nous vivons. Laissons l'expérience et les professionnels à la manœuvre. Et voyez-vous, je vais finir là-dessus. Dans ce moment aussi difficile, si on regarde ce qui se passe et qu'on écoute aussi les experts militaires, je note qu'il y a aujourd'hui, à l'heure où nous parlons aussi, une visite importante du ministre de la Défense français, qui va voir notamment ses homologues dans la région, parce que la France
a aussi des intérêts importants. Il y a d'abord nos otages, évidemment, mais il y a des intérêts importants dans la région, il est parfait, et notamment militaire. Il est donc parfaitement légitime qu'il y ait ces rencontres et ces entretiens bilatéraux. Vous parlez de la tournée de Sébastien Lecornu. Mais si on écoute, et qui est légitime, et si on écoute les uns et les autres, on voit bien que les 3 semaines qui viennent vont être extraordinairement critiques. D'abord, chaque jour est critique par essence, par définition, compte tenu de la situation épouvantable à Gaza. Mais derrière, on le voit aussi, et peut-être par rapport à ce que vous disiez, Nicolas Domenach, par rapport à un moment où trop pourrait être trop, et à ce moment-là, on pourrait craindre l'embrasement plutôt que de commencer à des discussions pacifiées. François. Vous connaissez, Thierry Breton, très bien la situation française. Vous avez été un ministre éminent, vous avez été grand patron. On voit, vous évoquiez le rôle important des diplomates, leur expérience. Surtout maintenant. Et les diplomates français se plaignent. Ils se plaignent de la position française, de ses errements. C'est pas le mot qu'ils utilisent parce que justement ils sont diplomates, c'est plutôt un mot de journaliste. Comment ces tergiversations du président s'expliquent-elles selon vous? Est-ce qu'il faut y voir les craintes que peut avoir le président, des réverbérations du conflit dans la guerre communautaire au sein de la France, voire au-delà, justement, dans les différents pays européens concernés? Est-ce que cette crainte d'embrasement national, vous la partagez? Non mais, d'abord, je voudrais rappeler que lorsque le président de la République s'est rendu au Proche-Orient, il a tenu, et c'était très important, il a été, je crois, le premier à le faire dans ce contexte, des chefs d'État européens, le triptyque qui nous anime. Il était sur le tarmac de l'aéroport du Caire, je crois, prêt à revenir après à la fin de son voyage, en effet, de 48 heures. Pour Paris. Et ce triptyque est reposé sur 3 éléments. D'abord, le droit, évidemment, à Israël de se défendre contre cette attaque tragique. Deuxièmement, la nécessité de rouvrir le plus rapidement possible des corridors humanitaires. Et troisièmement, la nécessité de commencer à réfléchir à l'après. Oui, il était parti avec une coalition militaire. Mais ça rentrait effectivement dans le droit d'Israël à se défendre contre une organisation terroriste s'il en est. Et je le redis, enfin, c'est vraiment la tragédie la pire que nous ayons connue pour des populations juives depuis la Shoah. Vous parlez de coalition internationale. Oui, j'entends bien, mais il faut bien évidemment tout faire pour éradiquer cette organisation terroriste. Donc ce triptyque, il a été donné. Maintenant, sur le risque, je vous lis, toutes et tous, d'importation du conflit, on le traduit, on le voit du reste. Et c'est pour ça que je reviens. Vous savez, on a des réunions avec l'ensemble des ministres de la Défense, et l'ensemble auquel je participe évidemment, en tant que commissaire en charge de ces questions, et aussi avec le représentant, et en tant que ministre des Affaires étrangères. Et effectivement, dans ces réunions, chacun exprime son histoire. Ben voilà, il se trouve que la France, nous avons la plus grande communauté juive européenne, et c'est une force, moi je pense que c'est une chance. Mais nous avons aussi la plus grande communauté d'origine ou de religion, de confession. Ce sont un contexte qui sont mentionnés dans ce type de réunion. Mais chacun réagit avec son contexte. La Suède a 20% de sa population. Pardon, 20%. C'est pas 5%, ou 6%, ou 10%, 20% de sa population qui est non suédoise et d'origine plutôt africaine. Et donc, il y a des sensibilités. Doit être précautionneuse. L'Europe a donc, et dans cette réunion, l'Europe s'exprime avec évidemment, et chaque ministre, d'où il parle. Mais derrière, François Langlais, nous trouvons une voix commune et une expression commune. Alors on s'exprime individuellement, par exemple, dans l'enceinte des Nations Unies, c'est normal, et on s'exprime ensemble au niveau européen. La voix du président de la République n'est pas démonétisée, mais pas du tout, mais absolument pas. À ceux qui le parce qu'encore une fois, et je peux en porter témoignage, parce que le triptyque qu'il a énoncé, le premier, est celui aujourd'hui qui nous guide au niveau européen. Et donc quand vous lisez, c'est pour ça que je dis le temps est à la diplomatie, il faut lire de façon très précise nos communiqués, parce qu'ils ont un sens. Parce qu'en diplomatie et dans des conflits de cette nature, les mots ont un sens. Et parfois aussi, les mots tuent. Les mots ont un sens. Thierry Breton, vous faisiez référence à cette tribune de Joe Biden dans le Washington Post. Gaza et la Cisjordanie, écrit-il, devraient être réunifiés sous une même structure de gouvernance, à terme sous une autorité palestinienne revitalisée. Nicolas, sur ce sujet. Vous croyez que c'est encore possible cela
ou bien ça vous semble un vœu irénique, si j'ose dire. Enfin, un exemple, évidemment, les territoires occupés. Si on pense à 2 États, il faudra bien que les colons se retirent de Cisjordanie. Mais, Nicolas Domnac, la solution des conflits, aussi tragiques soient-ils, et ils sont tragiques par définition, c'est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais les guerres, je rappelle quand même que la guerre, c'est toujours un moyen. En tout cas, dans l'histoire de l'humanité, c'est un moyen par rapport à un objectif politique. Et pas pour autre chose. Quand c'est pour autre chose, on l'a vu notamment à la suite des réactions, notamment américaines au 11 septembre, ça conduit souvent au désastre. Donc, je ne dis pas qu'on appelle à la guerre, mais la guerre doit avoir une finalité pour qu'on la cesse politique. Donc, on appelle depuis fort longtemps à cette notion donc des 2 États et d'une cohabitation. C'est facile? Bien sûr que non. Mais si vous lisez, c'est pour ça que j'y faisais référence, cette tribune, en la rapprochant au fait de, je dirais, du déploiement militaire américain dans la région comme jamais, c'est la première fois qu'effectivement, il porte les critiques aussi fortes sur ce qui se passe en Cisjordanie. Et donc, j'y vois un signe. Mais maintenant, est-ce que c'est facile? Non, mais j'y vois un signe. Et pour la première fois, me semble-t-il, l'Europe et les États-Unis sont alignés, en tout cas sur l'objectif auquel je faisais allusion. Thierry Breton, depuis le début du conflit, le 7 octobre dernier, X, anciennement Twitter, Facebook, mais aussi TikTok, Snapchat, regorge de messages mêlant mensonges et propagande. Pour l'un ou l'autre camp, c'est le droit de suite de Nicolas. Oui, Thierry Breton, on avait reçu ici même il y a 2 mois un Thierry Breton très optimiste sur le règlement qu'il avait négocié âprement, mais pensait-il de manière vraiment à obtenir des résultats? Tenez, on va vous écouter. Je ne vais pas avoir la main qui tremble. On est ouvert, mais à nos conditions et nos règles. Voyez-vous ce que je dis à monsieur Elon Musk et à tous. Voyez-vous, en Europe, eh bien, on conduit à droite. Ah oui, mais moi je fais des voitures qui ont le volant à droite parce qu'on conduit à gauche. Eh bien c'est dommage, parce que si vous voulez pénétrer le marché, eh bien il faudra maintenant changer votre volant. C'est comme ça. Il y aura une période de tolérance ou pas? Non, c'est fini là. Maintenant fini, on est rentré dedans. Alors certains ont fait des efforts comme TikTok pour effectivement suivre la réglementation que vous disiez impérative. Alors voilà, est-ce que c'était assez? Des contenus retirés. Et alors Elon Musk? Nicolas Domnac, à partir du moment où il y a eu ces événements tragiques, et ça revient à ce que nous disions il y a un instant, moi j'ai assumé les responsabilités par rapport à celles que l'on m'a confiées. Je suis responsable effectivement de la réglementation des réseaux. Et donc j'ai anticipé très vite ce qui risquait de se produire, c'est-à-dire un afflux comme jamais de propos antisémites. Je l'ai anticipé, voire d'appel à des actes terroristes. Et c'est dans ce contexte que j'ai écrit à l'ensemble des 4 grandes plateformes, Elon Musk, évidemment X, mais aussi Meta, mais aussi YouTube, mais aussi TikTok, pour leur dire attention, comment vous vous préparez à respecter encore mieux les règles qui sont les vôtres aujourd'hui, parce qu'on est en risque d'une vague comme jamais d'actes antisémites. Mais et alors, Nicolas Domnac, c'est pas uniquement dans l'espace numérique que ça se passe. Si j'entends les chiffres donnés par le ministre de l'Intérieur lui-même, il a mentionné que depuis, nous n'avons jamais vu tant. Depuis le 7 octobre, plus de 1300 actes comme jamais. recensés, Donc c'est pas uniquement sur les réseaux, c'est partout. Donc chacun prend ses responsabilités dans l'espace physique. Évidemment, c'est le rôle du ministre de l'Intérieur, et dans l'espace numérique. Donc cet afflux auquel vous faites à juste titre référence, il est la conséquence, hélas, de la tragédie que nous vivons, qui était potentiellement anticipable. Et c'est pour ça que, voyez-vous, le DSA, c'est-à-dire cette loi, cette régulation, a inversé le rapport de force. Désormais, c'est moi qui les interroge pour leur dire comment vous préparez. Vous pouvez le dire. Et alors, voilà, ils ont des sanctions prévues. Bien sûr, mais les sanctions, je le rappelle, parce que la loi elle vient d'être promulguée le 25 août, les sanctions arriveront mi-février. Donc il faut que je gère, et ça c'est évidemment notre démocratie qui nous a donné cette loi telle qu'elle est faite avec la période intermédiaire pour s'y préparer, il faut que je gère ce laps de temps dans lequel nous vivons cette tragédie. C'est la raison pour laquelle je leur ai demandé, puisqu'ils ont
l'obligation de se mettre en conformité tout de suite, de bien me démontrer qu'ils le sont. Nous avons ouvert des enquêtes formelles et des demandes formelles. Même avec un interlocuteur comme Elon Musk. Mais c'est pas avec Elon Musk. L'interlocuteur, il est l'actionnaire. C'est avec la plateforme elle-même. Et nous avons des relations étroites avec la plateforme elle-même. Que ce soit aussi avec TikTok, que ce soit évidemment avec YouTube. Et donc, chacun nous explique en permanence ce qu'ils font. Est-ce que c'est assez ? Dans la rue, comme dans les réseaux sociaux, non. Sur les murs de nos bâtiments, non. Mais est-ce que nous avons les moyens maintenant, en tout cas d'avoir ce dialogue et de faire en sorte qu'ils se plient à leurs obligations? Oui. Thierry Breton, à la fin de cette première partie, donc midi 24 sur LCI. À la pause, nous reparlerons de l'Ukraine et cet appel du chancelier allemand à reparler avec Vladimir Poutine. Faut-il reparler avec le maître du Kremlin? C'est bien là toute la question. À tout de suite. Rêver à nouveau, c'est tout un apprentissage. Apprentis d'Auteuil aide chaque année près de 40 000 jeunes en difficulté à bâtir leur avenir. Aspirez surface sèche et humide grâce à la puissance de l'aspirateur eau et poussière Parkside. Ses multiples accessoires, et notamment son tuyau d'aspiration télescopique pour ajuster la hauteur de travail, en font un outil polyvalent. Il saura se rendre indispensable pour aspirer les débris de vos travaux pour la maison ou l'atelier. Aspirateur eau et poussière Parkside, 59,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. Si vous n'êtes pas du genre à filer des coups de main, que faire de la place aux autres, c'est vraiment pas votre truc. Que leur confort vous apporte peu. Et qu'aider les autres n'est pas dans vos habitudes. Soyons honnêtes, cette voiture n'est vraiment pas faite pour vous. Citroën C5 Aircross est à partir de 249 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Également disponible en version hybride 136 chevaux. Quand on n'a pas de quoi financer les travaux d'isolation, la chaleur s'en va et on a froid. Forcément. Mais rassurez-vous, CTLM a des solutions. Votre quotidien a de beaux jours devant lui. CTLM s'associe à EFI, spécialiste des travaux, pour rendre la rénovation énergétique accessible au plus grand nombre. À découvrir sur CTLM.fr. Si on est tous concernés, c'est qu'on a tous besoin de bouger. Rejoignez les métiers des services auto, moto, camion, vélo. On a un monde à faire tourner. Électrique, 100% plaisir de conduire. Choisissez votre BMW 100% électrique et profitez d'un an de recharge Ionity illimité. Prêt à défier la ville? Avec le crossover urbain by Toyota. Plus haute. Plus audacieuse. Du 20 au 30 novembre chez Toyota, profitez des offres Black Friday. La Toyota Aygo Cross est à partir de 99 € par mois, entretien inclus et disponible rapidement. Il est là, le tout dernier modèle. Et vous devez absolument l'acheter. Parce que vous n'avez pas d'autre alternative, n'est-ce pas? Et si vous pouviez plutôt choisir un appareil avec un impact plus faible sur l'environnement et moins cher qu'un neuf? Un appareil reconditionné, par exemple? Laissez-les acheter neuf et passez au reconditionné. Back Market. Vous aussi provoquez le destin sur Disons Demain et rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt. Disons Demain.
Les Blanches-Neiges d'aujourd'hui savent très bien où dénicher des produits de qualité pour nourrir cette petite bouche à petit prix. Oh, la Molo 4, c'est largement suffisant. Oui, je me suis un petit peu emballé. Donc je disais, chez Aldi, les prix ne sont pas seulement bas, ils sont discount toute l'année et sur tous les produits. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. On cherchait un nom pour le livret d'épargne de meilleur taux. Mais avec son taux à 2,45%, boosté à 5,5% les 3 premiers mois, on n'a pas cherché longtemps. Voici le livret meilleur taux. Je m'appelle Isabelle, je suis quelqu'un qui est... qu'est-ce que je pourrais dire ? Très bonne vivante. Quand les copains viennent prendre l'apéro, on sort les chips de Jardin Bioéthique et on en profite doublement. On mange des produits légers et puis en même temps, ils retrouvent le goût, eux aussi, des produits qu'ils aiment. C'est toujours dans le partage. Voilà, on en profite encore plus. Jardin Bioéthique, de Léa Nature. Qui a dit que l'électrification n'était pas taillée pour l'aventure ? Qui a dit qu'il fallait recharger ses batteries pour aller toujours plus loin ? Nissan X-Trail e-Power, la motorisation unique pour profiter du plaisir de l'électrique sans recharge. Nissan fête ses 90 ans. Ne manquez pas le Nissan X-Trail e-Power suréquipé à 330 € par mois. Retour sur le plateau de l'événement du dimanche, toujours avec notre invité Thierry Breton. Merci d'être avec nous, commissaire européen aux marchés intérieurs, évidemment. Je le disais à la fin de la première partie, alors que l'attention des puissances mondiales se concentre sur le conflit au Proche-Orient, la guerre en Ukraine se poursuit un peu plus loin des caméras, mais toujours là, avec cette question aussi aujourd'hui, posée notamment par le chancelier allemand Olaf Scholz, qui souhaite mettre fin au silence radio qui dure depuis un an avec Vladimir Poutine. Il déclare, en tout cas avec des propos rapportés, qu'il souhaite lui parler. Est-ce l'heure ? Faut-il reparler à Vladimir Poutine et est-ce le bon format ? Cette guerre, elle engage deux pays. Elle engage la Russie, elle engage l'Ukraine. Et évidemment, dans ce contexte, il y a tout le soutien que nous apportons à l'Ukraine par rapport à ses besoins de munitions, de matériel, et qui vont continuer. Et je rappelle, parce que c'est souvent oublié, que l'Europe est le premier contributeur devant les États-Unis, maintenant de façon réelle, en ce qui concerne le soutien légitime que nous apportons à l'Ukraine, parce qu'on sait que derrière cette guerre, c'est évidemment l'Europe, au fond, qui est visée et potentiellement totalement déstabilisée par Vladimir Poutine. Alors, une fois qu'on a dit ça, et cette guerre, elle engage évidemment... Maintenant, Volodymyr Zelensky, évidemment, Vladimir Poutine. C'est à eux, évidemment, de décider, quand viendra le moment de discuter entre eux, et notamment, peut-être, les conditions d'un arrêt des combats, d'un cessez-le-feu, voire de plus, mais c'est à eux deux seuls que cela appartient, et en tout cas à Volodymyr Zelensky. C'est très important que pour nous puissions le mettre dans une situation qui sera la meilleure. Et que pensez-vous des propos de la Scholz reparler avec Vladimir Poutine qui ont été rapportés, vous le dites vous-même, donc je n'ai pas apporté de commentaire là-dessus, je vous dis que ce que j'ai à vous dire. Je vous dis qu'aujourd'hui, celui qui décidera le moment venu, il s'appelle Volodymyr Zelensky. Mais derrière, pour nous, Européens, qui soutenons de toutes nos forces l'effort de guerre militaire légitime près de 85 milliards d'euros d'aide, tout compris, pour se défendre contre cette agression. Moi, mon rôle, et j'en reviens toujours à mon rôle, mais c'est de faire en sorte que nous augmentions le plus rapidement possible notre base industrielle de défense. Parce que la guerre dans laquelle nous sommes entrés, qui était au début, en ce qui nous concerne nous, une guerre des stocks, on a donné ce que nous avions de disponible dans nos stocks, est désormais une guerre industrielle. Nous devons avoir, et on l'aura, une base industrielle. On peut tout faire en matière de défense en Europe, mais équivalente évidemment à celle de la Russie, parce que c'est dans ces conditions que Volodymyr Zelensky sera dans la meilleure situation
pour commencer, lorsqu'il le décidera le moment venu, les discussions qu'il voudra avoir avec Vladimir Poutine. François Langlais. Double question. D'abord, effectivement, Volodymyr Zelensky s'est plaint récemment d'une forme de désintérêt quand même de l'Europe qui aurait été détournée de son intérêt pour l'Ukraine à cause de la guerre au Proche-Orient, à un moment où les Ukrainiens sont manifestement en difficulté. Cette contre-offensive ne livre pas les fruits espérés. Qu'est-ce que vous lui dites ? Première question. Et deuxièmement, pour faire le lien avec ce que vous disiez à l'instant, l'OTAN s'est inquiétée il y a quelques jours, du risque de pénurie de munitions, c'est-à-dire vraiment l'armement de base, si je puis dire, en Europe. Est-ce que vous confirmez ce risque de pénurie et comment peut-on y faire face ? Alors sur le deuxième volet de votre question, et puis on va la première ensuite. J'ai assisté moi-même, j'ai rencontré à 2 reprises, du reste la semaine dernière, Jens Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, et notamment sur ces questions. Une première fois, c'était avec l'ensemble des ministres de la Défense, donc la réunion de ministres de la Défense à laquelle nous avons invité donc, le secrétaire général de l'OTAN pour parler, et notamment de ces questions, et je vais y revenir. Et deuxièmement, c'était avec le collège, où il était également là. Il connaît parfaitement ma position, et je vais vous la réitérer ce matin, si vous le permettez. Nous avons, et je le redis d'abord pour nos téléspectateurs, on a en Europe la capacité de faire tout type d'armement, les plus modernes. Des missiles hypersoniques, des porte-avions nucléaires, des sous-marins nucléaires. On sait même faire évidemment la bombe atomique. Nous, les Français, c'est important pour la protection de la France, mais peut-être plus que ça, évidemment, en Europe. On sait tout faire. Mais le problème que nous avons, parce que c'était ces fameux dividendes de la paix, on a pensé, peut-être à juste titre ou à tort, qu'on pouvait se désarmer après la chute du mur de Berlin. C'est vrai que l'Europe a réduit sensiblement ses capacités de production, tout en les préservant. Donc, j'ai pu en porter témoignage, j'ai fait le tour de toute notre base industrielle dans l'ensemble des pays européens. La base industrielle, elle est là. Mais il faut maintenant qu'elle remonte en cadence. Et donc, nous avons donc fait voter par le Parlement, c'était une proposition que j'ai portée moi-même, on a appelé ce programme ASAP, qui est le bien nommé. Aussitôt que possible. Aussitôt que possible, mais qui voulait dire, c'était A pour ammunitions en anglais. Donc, et qui me donne maintenant la possibilité d'aller financer donc des usines directement pour leur permettre d'accélérer l'augmentation de leur capacité industrielle. On a 70 projets qui nous ont été présentés. On va en choisir 20 à 25 d'ici la fin de cette année, de façon à monter très significativement toute notre base de production de munitions et de missiles. Il faut du temps pour ça ? Non, parce qu'ils ont déjà démarré. Et ça va très vite. Et donc, j'ai pris un engagement moi-même, dans le cadre de mes responsabilités, qui était qu'en un an, c'est-à-dire entre le mois de mars de l'année dernière et le mois de mars de l'année prochaine, nous aurons une capacité de produire plus d'1 million de ces fameux obus, pour les spécialistes, les obus 155, donc des obus très lourds, qui sont nécessaires évidemment pour protéger la ligne de front du Donbass, voire avancer évidemment dans l'offensive à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure. Et donc on aura réussi à augmenter la capacité industrielle à plus d'1 million par an, et on va continuer. Et ça va continuer à monter. Et donc Zelensky n'a pas raison de s'inquiéter ? Mais bien sûr que si, il a raison de s'inquiéter, parce que de l'autre côté, on voit que Vladimir Poutine, il essaye d'augmenter aussi sa base industrielle, ils ont des problèmes de compétences, on connaît bien le sujet, je ne vais pas en parler ici, c'est des sujets qui sont évidemment très confidentiels, mais il fait appel aussi à d'autres fournisseurs, en particulier, on va le nommer, la Corée du Nord. Il ne faut pas s'imaginer que le voyage de Kim Jong-un dans son train à 50 km/h était uniquement pour aller parler de je ne sais quoi. Il y avait évidemment... c'est un autre sujet. En tout cas, je parle des munitions là, et des munitions de ce type-là. Vraisemblablement, il y a eu des livraisons, il y a des livraisons importantes. Voilà, donc il fait feu de tout bois. Par parenthèse, il tire à peu près 4 à 5 fois plus d'obus du côté ukrainien que les Ukrainiens le font de l'autre côté. C'est vrai que les obus sont beaucoup plus modernes, ceux dont dispose l'armée ukrainienne. Et des attaques de drones massifs. Mais il y a des drones, etc. Donc, bien sûr que dans cette guerre d'attrition dans laquelle nous sommes, Volodymyr Zelensky fait ce qu'il fait depuis le début, c'est-à-dire qu'il nous appelle à l'aide, mais aussi quelque part à nos responsabilités par rapport aux engagements que nous avons pris collectivement pour soutenir l'Ukraine dans ce combat. Il y a un risque évident aujourd'hui de défocalisation, y compris en ce qui concerne les armements. Parce qu'évidemment, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est aussi des armements. Donc moi, mon rôle, c'est de veiller aussi
à ce que les industriels de l'armement européens fournissent en priorité leurs armements pour l'Ukraine, sauf que je n'ai pas les instruments. Ça, c'est à la main des États membres et à la main des ministres de la Défense de chaque État. Donc je les incite, et je leur redis encore ce matin, à ce qu'effectivement ils veillent à ce que leurs propres industries, vous savez que la défense est évidemment une compétence donc des États membres, et c'est normal, qu'ils veillent à ce que, au moment même où nous augmentons très significativement la capacité de production d'armement en Europe, que la priorité soit donnée à l'Ukraine, en tout cas dans les mois qui viennent. Risque de défocalisation. Et la Chine dans tout ça, Thierry Breton, vous étiez en déplacement dans le pays, à Singapour notamment, la semaine dernière. Sur vos réseaux sociaux, peut-être une nouvelle formule consacrée, vous tweetiez « La Chine est à la fois un partenaire commercial et un rival systémique. Nous devons rééquilibrer nos relations dans la nouvelle géopolitique des chaînes d'approvisionnement. » Tout un programme sur le sujet, Nicolas. Oui, c'est une expression un peu, et quand je dis un peu, ambiguë, partenaire commercial et rival systémique. Est-ce qu'ils sont plutôt, les Chinois, des rivaux, ou bien est-ce qu'ils sont des partenaires? Est-ce qu'on doit être plutôt du côté des Américains dans ce rapport de force, ou bien essayer d'être indépendant, mais à ce moment-là, on va être pris en étau? Donc, qu'est-ce que vous préconisez un peu plus clairement que cette expression ambiguë? Alors, vous avez raison. Et là encore, on en revient à la discussion que nous avons eue il y a quelques instants sur le langage diplomatique et puis l'exécutif. Ce langage diplomatique, il ne vient pas de moi. Moi, commissaire au marché intérieur et à l'industrie, j'en ai hérité comme l'ensemble de mes collègues. C'était l'expression qui avait été qualifiée et arrêtée pour qualifier la relation de l'Europe, de l'Union européenne avec la Chine par la commission Juncker. Un partenaire commercial et un rival systémique. Je vais être très honnête avec vous, partenaire commercial, je vois bien. Rival systémique, je ne voyais pas très bien. Donc progressivement, j'ai essayé de nourrir ça. Et le premier déclic, c'est lorsque, en charge des vaccins, vous vous en souvenez, je me suis rendu compte, et aussi des produits pour protéger, notamment des masques, pour protéger les personnels de santé, je me suis rendu compte que la Chine bloquait nos propres usines européennes pour exporter les matériels dont on avait besoin, parce qu'il y avait une pandémie en Chine. Donc j'ai appelé le ministre du Commerce chinois, et je lui ai dit, écoutez, ce sont nos usines, si vous voulez bien rouvrir les frontières. Il me dit, monsieur le commissaire, vous compreniez une chose, tout ce qui est fait en Chine est pour les habitants de la Chine d'abord. Mais je lui ai dit, mais c'est la fin de la mondialisation. Il m'a dit, c'est comme ça. Donc on a rouvert des discussions, et on a fait ce qu'il faut faire dans ces cas-là, des rapports de force. Quel est notre rapport de force? Notre rapport de force, et c'est mon rôle aussi, de bâtir des rapports de force pour nourrir des relations de nouveau équilibrées. Mais juste les rapports de force, je vous interromps juste sur les rapports de force, pardonnez-moi, on va revenir notamment sur les enquêtes que vous avez commandées, sur des subventions avec François, mais juste en écho à cette visite, il y a aussi la rencontre très importante entre Joe Biden et Xi Jinping, et cette phrase qui interpelle du président chinois, la planète Terre est assez grande pour que nos deux pays puissent réussir. Et l'Europe dans tout ça, elle est où? Non mais attendez, l'Europe, j'y reviens, voilà, vous m'avez juste interrompu, mais je ne le critique pas. Quand j'allais dire rapport de force, nous sommes le premier partenaire commercial de la Chine, et on est le premier marché pour elle. Mais on n'a pas l'air de trop compter dans la réflexion. Attendez, écoutez-moi bien, je vais juste finir, parce que je sais les discussions que j'ai eues avec mes homologues chinois. On représente pour la Chine aujourd'hui 5, 6, 7% de croissance. Totalement indispensable à un moment où la Chine fait, François Langlais, combien? 3,5%, 4% maximum. Et on sait qu'en dessous de 6%, ça détruit l'emploi et c'est socialement un risque. Donc pour nous, effectivement, si la Chine n'a plus accès à notre marché, c'est une catastrophe sociale qui va même peut-être jusqu'à des conséquences politiques incalculables pour la Chine. Donc c'est ce que j'appelle la logique des rapports de force, y compris dans les chaînes de valeur. Et les discussions que j'ai eues avec mes homologues chinois portaient sur un certain nombre de matières premières critiques que nous avons identifiées. Le lithium, les terres rares, le gallium ou le germanium, le graphite. Dont l'exportation est bloquée. Et pour lesquels nous avons bien souvent, peut-être par naïveté, laissé à la Chine d'avoir le monopole de la fourniture à l'Europe. Et on appelle ça le dérisking. Donc j'ai dit, vous savez, voilà, nous en revanche, il y a aussi des éléments sur lesquels ils sont totalement dépendants de nous. Je leur ai dit, écoutez, le temps est venu c'est la différence avec les États-Unis, pour répondre à votre question, c'est de dire quels sont les éléments critiques pour vous, quels sont les éléments critiques pour nous. Et comment faisons-nous pour que, quoi qu'il arrive, ces chaînes de valeur, ce que j'appelle la nouvelle géopolitique des chaînes de valeur, continuent à fonctionner. On a vu comment elles s'étaient brisées pendant le Covid. Quoi qu'il arrive, ils ont été d'accord, enfin, pour ouvrir ces discussions bilatérales sur un contexte qui est de réciprocité
et équilibré. Mais pourquoi ? Parce que nous sommes leur premier marché. François. Donc il faut bâtir encore une fois ces rapports de force dans le monde tel qu'il est et tel qu'il va être de plus en plus. Nous sommes leur premier marché, mais ils pratiquent un dumping en matière de voitures électriques. On l'a vu, vous avez ouvert, la Commission européenne, une enquête pour vérifier justement les subventions, etc. Aujourd'hui, on voit que les industriels qui font des éoliennes, des panneaux solaires en Europe disent la même chose. La Chine va nous essorer, va faire littéralement disparaître les secteurs industriels concernés. Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir une enquête là-dessus aussi, et de façon plus globale, mieux se protéger commercialement vis-à-vis de la Chine? Ça ne m'étonne pas de vous, si vous permettez, François Anglais, mais j'ai l'impression que vous étiez dans nos discussions. Parce que c'est précisément les 3 domaines que j'ai soulevés avec eux. Le premier, vous l'avez rappelé, c'est l'enquête que la Commission européenne a ouverte sur les véhicules électriques. Et donc pour voir si les véhicules électriques, parce qu'il y a des importations de plus en plus importantes, donc qui vont se faire de la Chine vers l'Europe, en particulier de véhicules électriques, si ceux-ci ne bénéficient pas eh bien, je dirais, de subventions déguisées, ou pas du reste, de la part notamment des autorités chinoises. Donc, et cette enquête, elle va durer 9 mois. Je les ai rassurés sur nos intentions. Nos intentions sont tout simplement de faire appliquer les règles du commerce international et ce qu'on appelle le level playing field, c'est-à-dire... Et vous allez le faire sur les éoliennes et sur les panneaux solaires. Deuxième sujet, qui sont des sujets différents, parce que ce sont des sujets de surstock. Car nous sommes aujourd'hui en Chine, dans une période où, comme vous le savez, l'économie baisse. Les entreprises ont continué à produire, donc dans un certain nombre de produits, on a affaire à des surstockages. Ce n'est pas du tout la même chose que pour les véhicules. Et c'est effectivement le cas pour les éoliennes et pour le cas des panneaux solaires, où l'industrie chinoise a surproduit, et donc aujourd'hui est en phase de stock absolument gigantesque, et pour, pardon cette expression, mais liquider ces stocks, est prête à faire des baisses de coûts qui vont jusqu'à, je l'ai cité moi-même, par exemple, j'étais dans toutes les rencontres ministérielles, j'avais aussi le ministre de l'Industrie, le ministre du Commerce, jusqu'à 55% de réduction. Donc là, il s'agit de regarder, non pas, encore une fois, sur des aides, c'est tout à fait différent, c'est comment vous allez traiter ces surstocks pour éviter que, précisément, on soit en face de dumping qui pourrait, à ce moment-là, avoir des conséquences sur notre propre industrie, à un moment où nous investissons ou réinvestissons massivement pour augmenter la capacité de production de nos usines en Europe. C'est un projet que je porte, vous savez, au niveau européen. Donc, dans ce qu'on appelle la clean tech, c'est-à-dire précisément l'hydrogène, les panneaux photovoltaïques, tout ce qui compose, finalement, qui comporte des éléments pour les industries renouvelables. Voilà, donc c'est des sujets qui sont différents, mais effectivement, je les ai adressés et nous allons ouvrir ces discussions de façon plus approfondie. Je voudrais juste dire que l'esprit était très coopératif. J'ai expliqué aussi ce que nous voulions dire. Les Américains ont parlé pendant très longtemps de découplage. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique. Nous, on est dans la logique où, pour reprendre les interrogations de Nicolas Domnac, nous nourrissons ce que veut dire rival systémique, c'est-à-dire vous jouez un rôle systémique si jamais on n'y prend pas garde et si jamais on ne maintient pas des relations équilibrées et avec un rapport de force qui permette d'avoir en permanence la réciprocité. Et ils étaient parfaitement, je dirais, d'accord, et c'est une très grande avancée, à ouvrir avec mes services, donc, des discussions dans les domaines que je viens d'évoquer. La Chine, véritable partenaire, donc. En tout cas, commercial, c'est sûr. Mais attendez, ça ne veut pas dire pour autant que sur l'aspect diplomatique, il y a toutes les critiques que nous formulons, il y a toutes les demandes que nous formulons, bien entendu, et qui sont notamment en ce qui concerne le soutien direct ou indirect à la Russie, en ce qui concerne le travail forcé, et tous les sujets qui sont des irritants bien connus et sur lesquels la position européenne n'a pas varié. Et à redire vos exigences. L'actualité européenne, Thierry Breton aussi cette semaine, c'est le glyphosate. L'herbicide pourra être utilisé dans l'Union européenne jusqu'en décembre 2033, 10 ans supplémentaires donc, après le rapport d'un régulateur européen estimant que le niveau de risque ne justifiait pas de l'interdire. Nicolas Domenach sur ce sujet. Oui, Thierry Breton, dans toute l'Europe, il y a une poussée de mouvements populistes anti-écologistes. En Hollande, par exemple, le mouvement paysan. Donc on peut penser qu'une décision comme celle qui a été prise sur le maintien du glyphosate, au fond, correspond, est une façon de céder à ces mouvements-là, comme il va y avoir d'autres mouvements de recul, comme on voit bien se dessiner, même en France, par rapport aux zones à faible émission, aux zones zéro artificialisation. On voit que les politiques ont tellement peur qu'ils anticipent, qu'ils prennent ils sont moins audacieux par rapport à ces mesures à prendre. Pas pour la santé. Je crois qu'on peut... j'entends ce que vous dites, et évidemment...
tous les jours, pratiquement dans un pays différent, européen différent, donc je vis ce que vous dites. Et c'est la raison pour laquelle il faut, comme toujours en politique, et j'allais presque dire dans la vie, être mesuré. Surtout lorsqu'on accompagne une transition aussi profonde Mais quel signal envoyer que celle dans laquelle nous sommes engagés. Revenons sur le glyphosate. Vous pouvez remettre peut-être la diapositive il y a un instant, si vous permettez, elle est très significative. D'abord, il y avait une obligation pour la Commission donc, de réagir, puisque l'autorisation du glyphosate tombait le 15 décembre. Donc il fallait absolument que les États membres se rediscutent pour voir ce qu'on allait faire sur les 10 prochaines années. Et donc, la Commission, après avoir consulté, et notamment les agences de santé, a constaté que celles-ci disaient qu'il n'y avait pas de risque pour la santé. Il y avait des petites alertes qui avaient été faites, notamment par le CIRC, qui est, je crois, le Centre international de recherche sur le cancer. Et des études aussi. Disant que il y avait potentiellement un risque cancérigène, au même titre que la viande rouge ou les lampes ultraviolets. Donc, il faut tenir compte de ça. Mais nos agences scientifiques sanitaires, qu'elles soient pour la chimie ou pour l'alimentaire, ont été très claires là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pour autant prendre des précautions, et des précautions encore plus grandes, en particulier pour tout ce qui concerne le monde animal. Et donc, la proposition a été faite. Vous avez vu, 3 pays ont voté contre, et je crois 17, c'était le Luxembourg, c'était la Hongrie, c'était l'Autriche. Les autres se sont soit abstenus, soit ont voté pour. Voilà, donc... Mais sur le signal envoyé... Donc, on prolonge. Alors, il y a évidemment des conditions beaucoup plus strictes d'usage. Il y a un frein possible si jamais on découvrait à un moment qu'il y avait des risques pour l'arrêter immédiatement. Et entre-temps, il y a aussi l'engagement qui est pris par tout le monde, et notamment par les industriels de la santé, de trouver des substituts qui ne porteraient pas ces interrogations. Mais vous savez, dans des moments comme ça, là encore, il faut en revenir à une gouvernance communautaire. Elle a été respectée au niveau européen, mais aussi, il faut aussi écouter les scientifiques. Et nous avons des agences scientifiques qui sont les meilleures au monde. Donc, elles ont été écoutées. Je le redis, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut relâcher l'effort. La France a diminué depuis 5 ans de 27% son utilisation de glyphosate. Donc, il faut là encore organiser cette transition en toute sécurité. Thierry Breton, voix, visage de l'Europe. Tout de suite, c'est le chiffre de l'anglais. Ce chiffre, Thierry Breton, c'est 4,5% du PIB. C'est le montant du déficit français au second trimestre de cette année. Ce sont les données d'Eurostat. Dans le classement des pays du plus vertueux au moins vertueux, ça nous positionne à la 23e position sur 27, donc pas brillant du tout. Compte tenu de cette très médiocre performance française en matière de finances publiques, n'y a-t-il pas un risque que la Commission européenne déclenche contre la France une procédure de déficit excessif début 2024? Bon, pour l'instant, de toute façon, comme vous savez, elles avaient été levées, parce qu'évidemment, ce déficit est la conséquence pour comme pour la quasi-totalité des déficits que nous avons eus en Europe, et en particulier dans la zone euro, évidemment, des crises que nous avons vécues, et notamment la dernière. Oui. Alors, vous savez ça mieux que moi, mais il y a des pays qui sont en excédent. Bien entendu, mais c'est la conséquence. Voilà. Oui. Bon, maintenant, il y en a d'autres qui auront essayé peut-être de mettre la dette quelque part, puis finalement qui se font rattraper par la patrouille, comme l'Allemagne avec ses 60 milliards. Donc voilà. Donc tout ça, évidemment, est bien connu. Maintenant, je vais vous dire les choses de 2 façons. J'ai été ministre des Finances, et je me suis battu pour faire respecter les critères de Maastricht. Ils ne tombent pas du ciel. C'était notre vivre ensemble, mais c'était aussi d'avoir des critères qui nous permettent, je dirais, d'assurer l'avenir et de ne pas faire supporter aux générations qui viennent, je dirais, peut-être des décisions qui étaient prises aujourd'hui. Je suis très prudent en utilisant les mots, mais peut-être pour accroître des positions sociales qui étaient plus favorables que d'autres, et en les faisant payer par les générations à venir. Parce qu'au fond, un déficit, c'est ça. On dit toujours 3%. On dit 3%, on a l'impression, on va pas nous embêter pour 3% quand même, 3% c'est rien. Alors on dit 3% par rapport au PIB. Notre PIB c'est 2800 milliards à peu près, 2700-2800 milliards. Donc 3% c'est quand même, excusez du peu, c'est quand même 75 milliards à 80 milliards. Le budget de l'État, c'est, François Langlais à peu près, 400 milliards en gros. 400 milliards à peu près, oui. Ça veut dire que 25% de notre budget est mis à la charge des générations qui viennent. C'est moralement inacceptable. C'est économiquement aussi
insoutenable. Mais c'est aussi politiquement, c'est le point que je voudrais... Ça veut dire évoquer. procédure ? Mais on verra, parce qu'à ce moment-là, quand les règles vont redevenir, tout le monde devra les respecter. Mais je voudrais dire, et j'ai vu que Bruno Le Maire s'est exprimé, et évidemment, je ne vais pas faire de commentaires moi-même sur ce que font les États membres, mais ce qu'il dit va évidemment dans le bon sens. Notamment Mais il faut évidemment revenir, mais l'État. non pas sous les 3%, mais il faut revenir à zéro. Dès que vous êtes à 3%, c'est encore une fois 25% du budget de l'État que vous mettez à la charge des générations à venir. C'est moralement inacceptable, mais je dis aussi politiquement, parce que vous savez, à l'Eurogroupe, quand vous avez les membres qui sont là, ben vous avez ceux qui tiennent les objectifs et ceux qui ne les tiennent pas. Et bien ceux qui ont la parole, qui est la plus forte, c'est ceux qui les tiennent. Thierry Breton, donc pour on arrive... la position également de la France, il est indispensable d'avoir effectivement un retour le plus vite possible. Alors chacun a évidemment sa trajectoire, et je ne les critique pas, mais d'avoir un retour, une trajectoire qui nous permette de revenir le plus rapidement possible, non pas sous les 3%, mais au zéro. En tout cas, c'est mon souhait, évidemment, Avec en pour ligne de l'ensemble mire des pays. les élections européennes aussi de Mais juin oui, prochain. bien À sûr. quand la nomination d'une tête de liste pour la majorité? Mais le président a été très clair, c'est une discussion, là encore, quand je vois ce qui se passe dans les autres pays... On ne le saura Quand pas. je vois ce qui se passe dans les autres pays, ça se passe évidemment aux alentours du mois de janvier. Alors nous, on a un jeune qui a été désigné, ou qui est désigné, je ne sais pas, tête de liste, tout le monde a l'impression qu'il faut s'aligner. Non, ça se passera au mois de janvier. Au mois de janvier, le président l'a dit, il y aura un dialogue singulier entre lui et le chef de la majorité au Parlement européen, qui est Stéphane Séjourné, et on verra ce qu'ils décideront tous les Et deux. on s'en fera l'écho. Merci infiniment Thierry Breton d'avoir été avec nous ce dimanche.